Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un Pilote Presque Parfait, votre émission dérivée de votre podcast céréal habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver, j'espère sincèrement que vous allez bien. Pour les petits nouveaux qui découvrent ce podcast, petit rappel du concept de PPP pour les intimes. 3 personnes viennent parler uniquement du premier épisode d'une série qui est passée en revue scène par scène, et une fois qu'on a bien observé, analysé et digressé ce pilote, chaque participant doit lui attribuer une note entre 0 et 10. L'objectif est de dresser un classement général qui répertorie les séries les plus efficaces dès leur premier épisode. À mes côtés pour ce nouvel épisode de la 2e saison de PPP, 2 voix que vous avez déjà entendues. Je commence par celui qui est venu parler ici du pilote de The Big Bang Theory. Il s'agit de Franck. Salut Franck. Salut Junior. Tout va bien ? Bah écoute, ça va, comme d'habitude, content de vous retrouver pour des nouvelles digressions. Notre invité du jour intervient de façon récurrente dans un autre podcast dédié aux séries qui a pour nom Monsieur Série and Friends. Elle était déjà passée dans un PPP spécial fête de fin d'année. Je suis ravi d'accueillir à nouveau dans cette émission Cécile. Salut Cécile. Salut Junior. Sois à nouveau la bienvenue, ça va ? Ça va, merci de m'accueillir à nouveau. J'ai le droit de revenir, ouais. Ouais, t'as le droit, c'était bien passé, donc t'as le droit de revenir, t'as une carte de fidélité. Ouais, j'ai 2 tampons, au bout de 5 tampons, j'ai une glace gratuite, ouais. Au programme aujourd'hui, direction le 17 mars 2017, date à laquelle débarquait sur la plateforme Amazon Prime Video la série comique The Marvelous Mrs. Maisel, en français La fabuleuse Madame Maisel, création de Amy Sherman Palladino, 4 saisons et 34 épisodes à ce jour. La série est toujours en cours de production. Pour vous donner un petit aperçu, je vous propose un premier extrait et on en parle juste après. Oh my god, it's burning! It's supposed to, it's bleach. It's awful. I hate you for this. It was your idea. Never listen to me. I'm nuts. Why aren't you in pain? I'm from Kansas. I don't know what that means. How much longer? 10 minutes. Oh, Jimmy Crickets. Where are you going? Where is she going? I don't know. Midge! 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 How much longer? 9 minutes. Holy fuzzy Christ balls! But all of these marvelous adventures were simply the preamble to my ultimate destiny. I was going to meet a man. Avant que tu nous résumes de quoi parle la série Marvelous Mrs. Maisel, Cécile, toi aussi tu sévis dans le monde du podcast. Est-ce que tu peux nous raconter en 2 mots, c'est quoi Monsieur Série and Friends et quel est ton rôle dans cette émission ? Alors, Monsieur Série and Friends, c'est un podcast où on est plusieurs trublions autour de Monsieur Série pour parler de séries chaque semaine. Et maintenant, 1 semaine sur 2, on parlera également des autres choses qui nous passionnent dans Phase B, que vous pourrez retrouver à partir de la rentrée. Donc voilà, si vous aimez les séries et si vous voulez découvrir des choses qui ne sont pas des séries, venez écouter Monsieur Série and Friends. Voilà, on salue l'ami Frédéric qui anime ce podcast. Vraiment, écoutez, ne serait-ce que les premières minutes, vous êtes forcés de rester. Ils disent tellement de conneries d'entrée que vous êtes obligés de rester. Et on vous jure, à un moment, on parle de séries quand même. C'est vrai que dans les digressions, vous êtes pas mal aussi, vous. On est là pour parler de Mrs. Maisel, donc avant d'en parler, un petit résumé pour ceux qui n'ont jamais vu cette série. Cécile, est-ce que tu peux nous faire le pitch ? Alors, un pitch rapide. Nous sommes en 1958 et une jeune femme juive de l'Upper East Side, Miriam Maisel, dite Midge, une femme pleine de piquant, va devenir humoriste dans les cabarets après que son mari, dont le rêve justement était de devenir comédien de stand-up, la quitte. Ça la fout mal, en effet. On est dans les années 50 en plus, donc c'est assez particulier, évidemment, une femme célibataire à cette époque-là, mais on y reviendra. En plus avec des enfants. Oui, en plus. Alors là, mon Dieu. Au casting de ce pilote, Rachel Brosnahan, Mary Ninkle, Tony Shalhoub, Michael Zegan et Alex Bornstein. On reviendra sur l'identité de ces personnes. Avant d'entrer de plein pied dans le pilote, une question traditionnelle. Franck, quand est-ce que tu as découvert, toi, The Marvelous Mrs. Maisel, et qu'est-ce que cette série représente pour toi ? Alors du coup, j'ai découvert assez tôt, peut-être dès 2017 quand elle est sortie, où Amazon Video était encore tout petit et que personne n'allait sur Amazon Video. Du coup, je suis allé un peu par curiosité. Il y avait pas mal de séries dans ce genre-là, comme Fleabag aussi, dont on a déjà parlé. Ça m'a de suite plu, parce qu'il y a un ton particulier, il y a de la comédie, enfin on va en parler pendant tout cet épisode, mais il y a de la comédie, et en même temps, ça s'inscrit dans une période particulière, et on voit un petit peu
quelles sont les contraintes de cette période de la fin des années 50, début des années 60. Voilà, le ton m'a de suite plu. J'ai regardé toute la série, enfin jusque-là, et comme tu l'as dit, elle n'est pas encore finie. Ouais, tu es resté, décidément, tu étais très impliqué alors pour y être resté. Ok, j'ai découvert la série moi aussi quand ce podcast, la saison des séries, était une émission radio pour Radio Campus Paris. Je l'ai regardé la première saison à l'époque, et c'est une série que j'ai pas pu continuer parce que justement, tu vois, Franck, tu l'as souligné, c'était encore les débuts d'Amazon, c'était le début de l'installation, c'était le début de la PIC TV, mais puissance 1000, quoi. De Netflix qui s'installe, Amazon qui s'installe, et comme les deux cartonnaient, il y en a qui arrivaient derrière, les Disney+, etc. C'était encore les débuts de tout ça, donc il fallait vite passer à une autre série, et j'ai pas pu dépasser la saison 1 que j'avais bien appréciée, mais je sais pas, des souvenirs que j'en ai, je me suis dit un jour j'y retournerai, mais j'étais pas pressé pour autant d'y retourner. Donc désolé, je n'ai vu que la saison 1, mais que j'avais bien apprécié, puisqu'en plus, il y a pas mal de visages familiers de comédiens, et on va revenir là-dessus. Cécile, toi tu pars de zéro sur cette série, tu ne l'as jamais vue. Je n'ai jamais vu. Tu n'as pas vu cette série, mais tu baignes dans le domaine des séries. Tu as vu le nom de la créatrice ? Oui, mais je crois que j'ai rien vu de Amy Sherman Palladino. C'est la créatrice de Gilmore Girls. Ah si, oui, si. Mais je l'ai vu très tard, Gilmore Girls. Je l'ai vu il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça. Quand ils ont fait le revival, en fait, je me suis dit, bah tiens, ça va être l'occasion de regarder la série. Donc c'est pareil, c'est assez récent. Je suis pas très familière avec ce qu'elle a fait. Ah d'accord, justement, j'allais te demander qu'est-ce qui a fait que tu as quand même noté ça sur ta watchlist ? Alors, c'est plus le côté attrait pour la comédie. Parce que je savais que c'était sur une femme dans les années 60 qui fait du stand-up. Et le côté, c'est la grosse série un peu de Amazon Prime. Je l'avais sur ma liste en me disant un jour, il faudra que j'y jette un œil quand même parce qu'elle elle a reçu quand même pas mal de prix, elle est assez cotée. Donc voilà, ça m'intéresse toujours de savoir les choses qui marchent, pourquoi ça marche et de regarder ça. Parce que voilà, il y a des bonnes critiques, des critiques et du public. Donc je me dis, je dois passer à côté de quelque chose, j'en ai conscience. Mais voilà, après, il faut prendre le temps parce que des séries, il y en a beaucoup. Le pilote de The Marvelous Mrs. Maisel n'a pas de nom. Et non, il s'appelle tout simplement Pilot en VO ou Le Pilote en VF. On commence, vous êtes prêts ? Allons-y. Toujours. Le pilote s'ouvre sur une jeune femme en robe de mariée. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas vu le pilote, je vous le dis tout de suite, il s'agit de Myriam, alias Midge pour les intimes. On est dans les années 50, Midge est en plein centre de la salle de réception. Elle est littéralement encerclée par les convives, seule debout devant un micro. Tiens. Elle s'adresse à tout le monde et commence à amuser la galerie en parlant d'elle. Normal, c'est sa journée pour elle en tant que mariée. On apprend qu'elle a rien bouffé pendant 3 semaines pour rentrer dans sa robe, qu'elle a picolé le ventre vide. Elle vanne son père. On apprend qu'elle adore tout planifier et décider comment mener sa barque depuis l'enfance. Du coup, on prend la direction de Bryn Mawr College dans l'université et il y a une scène. Et là, j'ai envie de faire réagir Cécile sur un truc qui t'a vraiment pas plu dans ce flashback. Ouais, bah c'est dommage parce que c'est quand même l'une des premières vannes qu'on a dans ce pilote quand elle parle de son toast. Voilà, elle fait quelques blagues sur elle et ensuite on la retrouve au collège et elle parle de sa coloc qui est grosse et donc qui ne lui piquera jamais de mec. Super, une bonne blague grossophobe, ça fait toujours plaisir. Oui, mais c'est la fin des années 50. Oui, c'est pour ça. Mais on pourrait s'en passer quand même. J'ai noté attention à la grossophobie, Mimi, attention. Ouais, elle est toute une petite blonde à l'époque, elle est brune dans la période plus récente, mais elle est blonde dans les flashbacks. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais bon. Si, parce qu'on la voit se décolorer les cheveux en même temps qu'elle se décolore les poils. Donc je pense que c'est pour ça qu'on la voit. Ah, dans la scène suivante, j'avais même pas fait gaffe. Bah alors, tu peux enchaîner là-dessus d'ailleurs, Cécile, très rapidement. Ça m'a fait mourir de rire. Sur le flash suivant, on voit qu'elle aime bien faire de nouvelles découvertes, essayer de nouvelles choses. Et donc, avec ses copines, elle est en pleine décoloration. Donc, on les voit en soutif, avec les cheveux et le maillot couverts de ce qu'on imagine être de la crème décolorante. Et ça chauffe très fort. Donc, Midge se retrouve à sortir pour courir sur la pelouse de l'école presque nue, juste pour atténuer la chaleur des produits et attendre que ça fasse effet. Et elle a vraiment les fesses salaires, hein, Rachel Brosnahan. Non, je n'ai pas fait pause, non. Mais ça lui brûle, et quand elle descend pour courir sur la pelouse, elle a vraiment les fesses à l'air. Et je pense qu'elle donne toute sa plastique dans l'épisode. Complètement. Oui, Franck ? Non, je disais qu'elle a de belles mensurations, qu'on découvrira un peu plus tard.
Ah bah ça c'est clair que oui, elle joue aussi de son corps et on apprend dans ce flashback qu'elle allait rencontrer le prince charmant. C'est marrant d'ailleurs quand elle s'adresse à l'assemblée dans la salle de réception, elle fait un descriptif du mec blond parfait façon Gad Elmaleh, mais en fait son prince charmant lui il s'appelle Joel et là Midge en flashback les images nous montrent son mec qui l'emmène dans une espèce de cabaret burlesque en fait alors qu'elle est en train de mentir aux gens à qui elle parle pendant le mariage. Je dis oui on a fait des galeries, des choses comme ça. En fait, non, ils allaient dans un cabaret burlesque façon Dita Von Teese et feuillage et tout. Trop drôle. Ouais, puis on remarque aussi que c'est un endroit qui est aussi un comédie bar. Voilà, dans l'ensemble, vous avez pensé quoi de cette intro? Il y a déjà Lenny Bruce, en fait, dans ce cabaret. Oui. Qui on reverra plus tard. Là, pour l'instant, on ne sait pas qu'il est important, hein, mais on le reverra plusieurs fois de manière subtile. Et après, à un moment, ils vont vraiment parler. Voilà, mais déjà, il est là, en fait. Et dans la série, c'est un personnage important. Ça tenait à cœur à Joël que sa femme découvre. Ça lui tenait à cœur que sa femme découvre Lenny Bruce sur scène. Oui, Cécile. Moi, je trouve que tu as quand même skippé un gros passage aussi de ce résumé avec son mari, c'est qu'ils ont quand même consommé leur mariage avant le mariage. Et j'ai oublié, pardon, oulala, je suis allé vite. Pour l'époque, je trouve quand même que ça place un peu le personnage, ça montre qu'elle n'est pas conventionnelle. Elle fait des blagues à son mariage, mais voilà, elle se décolorait et elle n'était pas, voilà, c'était pas une jeune femme juive prude. D'ailleurs, elle le dit sous forme de vanne, d'ailleurs, dans cette intro. Elle finit son toast en choquant tous les invités qui sont donc juifs en leur disant qu'il y avait des crevettes dans les entrées, ce qui sert pour la scène suivante. Ouais, j'ai beaucoup aimé, j'ai noté que l'intro était pas mal, la posture de Midge choisie d'entrée est une excellente idée, on voit qu'en plus elle est dans son élément, voilà, elle a un sens du storytelling, et un sens de l'humour qui se dégage clairement. Ouais, on détecte déjà d'entrée qu'elle arrive à captiver son auditoire et que les gens ne piquent pas du nez quand elle raconte une histoire. Dès le début, sur la caractérisation du personnage, on sait que c'est elle l'héroïne, hein, il y a son nom dans le titre de la série. Du coup, voilà, on sait que elle va faire du stand-up et que déjà, avant d'avoir commencé ça de manière plus ou moins professionnelle, elle le fait naturellement et ça lui va bien. Et elle peut pas s'en empêcher en fait. Je l'avais pas oublié, hein, Cécile, parce que je suis pas descendu assez vite. Mais d'ailleurs, le fait qu'ils s'envoient en l'air pour la première fois, il y a un double. Je l'ai baptisé avec 2 noms de chapitres. Pas besoin de sniffer de la colle pour s'envoyer en l'air et baise-moi d'abord et on rira après. Voilà. On retourne dans la salle de réception. On l'a évoqué à l'instant avec Cécile, cette blague qui ne passe pas. On est dans la communauté juive, précisons-le, les crevettes. Elle a foutu un sacré bordel le jour de son mariage. Mais ça fait rire Joël. Ça fait rire son mari. J'ai des parents merveilleux. J'ai eu une vie très confortable, et même si je savais que l'amour, ça serait fabuleux, j'étais très loin d'imaginer que ça pourrait justifier le prix que j'ai payé cette robe. Le prix que j'ai payé cette robe, on est ravis, on est comblés. Et comme c'est encore mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer, j'ai eu envie de grimper sur cette estrade et de dire à toute l'assistance que j'aime Joel Maisel. Et oui, il y a des crevettes dans les pirochkis. Myriam! Elle plaisante bien. On n'a pas le droit de dans la Bible, Dieu dit que les crevettes sont prohibées. Lévitique, vous ne mangerez de rien qui n'ait point de nageoire ni d'écailles. Est-ce qu'il a dit crevettes? Spécifiquement. As I told you before, when I saw what I saw. Chapitre suivant, 4 années plus tard. 4 années plus tard, il y a un lien, puisqu'on arrive, du coup, on est chez le boucher, et on voit, du coup, Midge qui arrive chez le boucher, qui passe gentiment devant tout le monde pour parler au boucher, parce qu'elle veut commander, parce que dans la semaine qui suit, ça sera Yom Kippour, et ils ont réussi à avoir le rabbin qui va enfin venir après 4 ans, du coup, après 4 ans de négociations acharnées avec le rabbin et d'excuses de toutes les manières possibles, pour qu'ils puissent venir passer Yom Kippour chez eux, donc qui est un grand honneur pour leur famille. Aussi un pardon en fait, du rabbin sur cette blague qui est mal passée 4 ans avant. Elle est chez le boucher, donc comme j'ai dit, elle passe devant tout le monde, elle commande, pour s'excuser sur la cliente qui râle après, elle lui dit en fait, du coup je prends votre commande sur ma note, et ça ira très bien, parce qu'elle connaît très bien le boucher, en fait elle connaît bien toutes les personnes du quartier, on voit qu'elle est très bien installée dans ce quartier, qu'elle connaît vraiment tous les noms, toutes les personnes par leur prénom, et ensuite elle rentre chez elle, donc on voit qu'elle arrive dans un bel immeuble avec un gardien, avec quelqu'un qui l'aide, je sais pas comment ça s'appelle. Un liftier.
un liftier, merci. Donc qui est dans l'ascenseur et elle leur donne, parce qu'elle leur a acheté des petits cadeaux, donc elle leur donne des petits cadeaux comme ça à chaque fois qu'elle les voit en les appelant par leur prénom. Mais c'est des espèces de grooms d'hôtel, quoi. Et donc elle rentre chez elle comme ça, en étant toute contente parce qu'elle a eu le rabbin. Il y a un vrai, on y reviendra, ça revient souvent, un petit côté comédie musicale. On a un rabbin quand elle s'exclame comme ça. Ah oui, clairement, elle aurait pu faire un petit pas de danse, avoir une petite musique et on aurait pu avoir un spectacle musical à un moment avec le rabbin. On est dans quel endroit aux États-Unis là ? Bah du coup, on est à New York et donc on est dans l'Upper East Side. West Side. West Side, pardon. L'Upper East Side, c'est Gossip Girl. Bisous, bisous. Du coup, c'est les quartiers chics de New York. C'est ça. Qu'est-ce que tu as relevé sur ces scènes-là, Cécile ? Moi, j'avais noté à peu près la même chose. J'avais noté, ils ont le rabbin pour Yom Kippour après le désastre des crevettes. C'est ça. Cette blague, vraiment, elle a causé problème, mais pour des années, quoi. 4 ans, c'est long quand même pour des crevettes qu'ils n'ont même pas mangées, franchement. C'est clair. Bah, ils sont un peu rancuniers. Moi, je suis toujours rancunière des crevettes, alors que j'ai été malade quand j'étais ado et je n'en mange toujours pas. Donc bon, voilà, chacun ses problèmes avec les crevettes. La rancune tenace, comme le rabbin. C'est ça. Chapitre suivant. L'assistante qui a besoin d'être assistée. Donc on retrouve Midge chez elle, dans sa cuisine. Elle prépare ce qui semble être un rôti et le téléphone sonne. C'est son cher et tendre mari. Marie qui souhaite devenir comédien et donc qui a prévu de passer dans un café pour pouvoir faire un tour de stand-up, sauf qu'il a obtenu un mauvais créneau. Il va passer sur scène à 1h45. Qui sera encore là à 1h45 pour venir écouter ses blagues ? Personne. Il faut donc que Midge arrange absolument les choses. Elle vient le chercher à son bureau avec un taxi et lorsqu'elle le récupère, elle lance un regard à la secrétaire et se rend compte que celle-ci ne sait même pas utiliser un taille-crayon électrique. Elle doit donc être très très utile. Ils filent ensemble en taxi jusqu'à Greenwich Village pour aller au Gaslight Café. Et comme on disait juste au-dessus, on a un très gros aspect comédie musicale. Quand ils traversent le Greenwich Village, elle regarde les gens à travers la fenêtre. Il manque juste une petite chanson pour que les gens s'animent parce que les gens dansent et vivent leur vie et ça fait très comédie musicale. Doucement mais sûrement, on installe le fait que l'assistante n'a pas franchement été choisie pour ses compétences. Il y a aussi Joël qu'on croise avec son pote Archie qui le vanne gentiment sur le fait que « Mais mec, t'es pas le gars le plus compétent de la Terre pour faire des vannes en mode scène ouverte ». Voilà, et puis ce que j'aime beaucoup ici, c'est les talents de persuasion de Midge, mais on va y revenir. Franck ? Effectivement, il y a une scène où elle m'a fait rire, où elle regarde la secrétaire qui galère avec son taille-crayon électrique, là, elle comprend pas comment ça fonctionne. Une poule avec un couteau, comme dirait ma camarade Hélène, qui participe à ces podcasts. Oui, vraiment. He's a comedian. Give a big hand for Joel Maisel. Thanks a lot. So, many of you may have read the book, The Hidden Persuaders. It's about Madison Avenue's marketing men and how they create the public personas we all learn to know and trust and vote for. Well, what if, during the Civil War, there was no Lincoln? What if they had to create him? This is a telephone conversation between Abe Lincoln and his press agent just before Gettysburg. Hi, Abe, sweetheart, how are you, kid? How's Gettysburg? Sort of a drag, huh? Well, Abe, you know them small Pennsylvania towns? You seen one, you seen them all. Chapitre suivant. Joël fait rire tout le monde, ou presque. Donc Midge arrive avec son mari au Gaslight Café et pour lui permettre d'avoir un meilleur créneau, elle achète Baz, le patron, avec le fameux rôti qu'elle préparait et un blabla sur la santé de ses enfants, ce qui semble être un peu sa manœuvre habituelle vu le regard que lui lance la serveuse qui la grille, mais le boss lui donne quand même le créneau de 22h30 beaucoup plus agréable. Joël fait son sketch, un sketch sur Lincoln. Ça rigole un petit peu, mais Midge, elle remarque que la serveuse ne rit pas beaucoup. À la fin, ils se retrouvent tous les deux sur le trottoir pour essayer de commander un taxi et la serveuse les rejoint pour rendre le plat à Midge. Elle lui lance un regard qu'on ne décrypte pas tout de suite et elle retourne dans le café.
Lorsqu'ils sont dans leur taxi, Midge fait un petit récap de la prestation à Joël. Elle a pris des notes pendant tout le spectacle et elle ne manque pas de donner ses conseils. Ça vous a plu cette scène? Je trouvais que Joël était vraiment pas à l'aise sur scène. Ça rigole, c'est pour ça que j'ai dit ça rigole un peu. Les gens sont pas ennuyés, mais c'est pas voilà, Ils se roulent pas par terre. c'est assez moyen et on voit que en fait, Midge, elle a un talent comique. Elle va dire: «Ah tiens, il faudrait que tu ouvres, t'as pas dit bonjour aux gens, il faudrait que tu dises quelque chose pour les accrocher». Elle a un sens du timing de se dire: «Ah, il faudrait peut-être dire ceci, cela» et ses conseils sont vraiment pertinents et on voit que moi, j'en étais limite à me demander si c'était pas elle qui écrivait ses sketchs à lui. Et on va voir que non, il nous a fait une Gad Elmaleh. Oh pardon, je spoil. Franck. Oui, après là, ce qui était intéressant, c'est que à un moment, il y a une image, du coup, dans le cadre, on voit Midge qui est au milieu, on voit Joël qui est sur scène, et dans le fond du cadre, sur la droite, on voit justement la serveuse, donc qui s'appelle Suzy, et qui, elle, en fait, vraiment bouge pas, quoi. Elle regarde Midge et Joël qui est sur scène pour essayer de comprendre ce qui se passe, et en se disant, en fait, il est pas vraiment drôle, ce gars, quoi. Et en regardant ça, du coup, Midge, en disant, mais c'est toi, en fait. Je pense qu'à ce moment-là, on comprend que Suzy a compris que en fait, c'était Midge qui gérait tout, quoi. J'adore son jeu intériorisé tu comprends tout de suite que ce à quoi elle assiste, ça lui plaît pas du tout. Avec le regard, la posture, j'aime beaucoup ça. Et par rapport à la scène décrite par Cécile, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le côté coaching de Midge par rapport à son mari. Voilà ce que j'ai noté. Comme un entraîneur d'une équipe de foot qui prend des notes pendant la première mi-temps à laquelle il a assisté, et à la mi-temps, il va expliquer à ses joueurs ce qui a été, ce qui n'a pas été, comment on peut rectifier tactiquement, etc. Et elle a un peu un rôle comme ça de coaching qui me plaît beaucoup. Ouais, c'est l'entraîneur de boxeur, tu vois, lui met la petite serviette sur les épaules entre 2 rounds, elle le secoue un peu, elle lui dit: «Allez, vas-y, la prochaine fois, tu mettras un gauche en faisant telle blague et un droite en faisant telle autre et tu vas les mettre KO de rire». Mais c'est ça qui est génial, ouais. Quelques rectifications pour mieux toucher ton adversaire en boxe ou ton public en l'occurrence ici. Très bien. Retour à la maison chez les Maisel. Il est temps de faire un gros dodo et aussi de se refaire une petite beauté, les amis. Et oui, alors vous vous dites, qu'est-ce qu'il va nous raconter Junior? Bah oui, les époux se couchent et Midge attend patiemment que son mari soit bien endormi pour filer vers la salle de bain. Alors là, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qu'elle met dans les cheveux? Des pinces? Des Ou bigoudis. des bigoudis? Des bigoudis. J'ai noté bigoudi ou pince, je sais pas, dans les cheveux. Bon, c'est pour avoir une jolie coiffure le lendemain matin au réveil, quoi. Une belle mise en pli. Retrait des fossiles, passage de crème sur le visage et enfin masque posé. Un masque de nuit, l'épouse dévouée retourne se coucher et très discrètement sans réveiller son chéri. Et dès le lendemain matin, dès les premiers rayons de soleil, Midge retourne à la salle de bain pour se pouponner parfaitement. Soin du visage, rouge à lèvres, etc. Parfum. Elle retourne vite dans le lit conjugal et quand le réveil sonne, son mari se lève. On découvre une Midge qui fait semblant de ne jamais entendre le réveil sonner. C'est un des aspects que je disais, c'est que là, on voit sur la série de manière générale, c'est que je pense que c'était, en tout cas c'est ce que j'imagine, la condition des femmes à l'époque. Elle elle s'occupe, alors, plus ou moins des enfants, on va le voir juste après, mais elle s'occupe de la maison, là elle s'occupe de gérer la carrière de son mari, et elle fait semblant pour pas froisser son mari, de dormir, et le matin quand elle se réveille, hop, elle est magnifique, comme si rien ne s'était passé, comme si en fait elle se couchait jolie, elle se réveillait tout à fait jolie. Je suis certain que ça a agacé Cécile, ça. Ça m'a tué, je me suis dit, mais d'où il mérite ça, lui? Vas-y, là, pourquoi tu fais tous ces efforts-là? Ouais, tu mérites qu'ils te soutiennent aussi et que du coup, ils te voient avec ton masque et qu'ils soient d'accord et qu'ils trouvent ça bien. Et qu'ils se rendent compte que sa femme fait des efforts pour être aussi jolie pour lui. Non mais oh! Ah non, mais il n'y a pas que la grossophobie, hein. Il y a le patriarcat, là. À tous les étages. Voilà, parce que la scène d'après, le patriarcat, ça va être bien puissant. Hein. Ouais, elle s'enferme en fait dans le rôle de l'épouse dévouée sans s'en rendre compte encore. Et c'est assez dommage d'assister à ça en fait. Parce qu'elle vaut mieux que ça. Mais ça, on le saura évidemment quelques scènes plus tard. Bonjour papa. Bonjour Ethan. Bonjour Ethan. Ethan. Oh, tant pis. Tu as eu du café? Oui, et un merveilleux accueil de mon fils. Les hommes. Merci de me les avoir gardés hier soir. Ça a été? Il faut qu'on parle de la petite. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a?
Ce front ne s'améliore pas du tout. Quoi? T'es sûre? Il grossit de plus en plus, son visage va être totalement disproportionné. Oui, mais regarde son nez, il s'allonge, tu vois? Ah, le nez, c'est rien, ça peut toujours s'opérer, un nez, mais ce front gigantesque... On lui fera une frange. J'ai simplement peur qu'elle ne soit pas très jolie. Maman, c'est qu'un bébé. Je veux qu'elle soit heureuse, c'est tout, et c'est plus facile quand on est jolie. Voilà, on est sur le lendemain matin. On suit Midge qui reste dans la même résidence sur fond de musique This is a Good Day de la chanteuse Peggy Lee. Elle monte un étage, visiblement, elle monte des étages pour rejoindre ses parents. Un bonjour au papa, un bonjour à son fils, l'un lui répond à peine, l'autre pas du tout. Est-ce que vous avez reconnu le père de Midge? C'est Monk. Oui, c'est Tony Shalhoub, cet acteur fabuleux, quoi. Adrien Monk, Ouais. Ça m'a surpris de le voir aussi à l'époque. Il joue dans Monk, il joue dans Man in Black 1 et 2. Oh oui. Oh, la tête qu'il a dedans en plus. Oui. Il a une tête de psychopathe. Et d'ailleurs, il se fait exploser la tête dans Man in Black. Et là, il le prouve encore. Enfin, dès le début, il est antipathique. Il est insupportable. Il est insupportable et ça va être de pire en pire. Ouais. Et on rencontre aussi la mère, Rose. Est-ce que vous l'avez déjà vue dans une autre série, cette comédienne? Alors, ça m'a rien dit. Marine Hinkle, elle a joué dans Mon oncle Charlie. Ah oui, alors C'était la femme d'Alan dans cette sitcom. Discussion entre la mère de Midge et Midge, donc pour savoir si Joël se fait du blé avec ses spectacles. Il y a tout un débat autour de ça. Il gagne des sous grâce à un pot qui tourne, un pot de tips quoi. Mais on peut te donner de l'argent, ma fille. La fille dit non, c'est bon, on fait ça pour s'amuser, t'inquiète pas. Voilà, petit conseil pour rester dans la grossophobie de la mère qui donne des conseils à Midge. Ça aussi, ça a dû énerver Cécile pour maigrir des bras. Ah, pourquoi? La meuf est parfaite. Ah non, t'as un petit peu de gras de bras quand même, faudrait penser à le perdre. Et le père aussi qui est incapable de garder le gamin plus de 2 secondes et qui le ramène dans la pièce en mode c'est bon, il m'a saoulé. Alors que le gamin parle pas. Pourquoi il a pu te saouler? Il est sage et il peste contre la femme de ménage aussi au passage. Enfin, Midge récupère ses 2 enfants. Son fils ne parle toujours pas quand elle l'appelle, mais c'est pas grave. Moi, j'ai bien aimé la dynamique du petit monstre qui répond pas à sa mère et qui parle pas d'ailleurs. Après, c'est peut-être aussi le symbole qu'elle s'en occupe qu'à moitié, quoi. Alors peut-être là, comme ils sont allés au Gaslight hier soir, c'est eux qui les ont gardés, mais j'ai un peu l'impression que, mine de rien, les grands-parents, enfin la grand-mère, ou la nourrice de la grand-mère, parce que du coup, c'est eux qui gardent plutôt les enfants, et pendant que Midge fait le reste. Donc les parents peuvent faire des folies de leur corps, les enfants sont gardés, c'est bon. C'est quand même super cool. Alors, je pense que c'est la gouvernante qui garde, hein, parce que le père, du coup, de Midge, clairement, il fait rien dans la maison, quoi. Il réfléchit, il perd des trucs, machin, il range son bureau, il râle parce qu'on a bougé les choses dans son bureau, mais je pense qu'il fait que ça. Il peste à base de « faut pas nettoyer cette pièce ». Enfin bref, c'est... Chapitre suivant, en mode vérification des mensurations. Alors encore un truc qui m'a ravie. Maisel. Faut préciser que c'est pas fait exprès la répartition des scènes. Hein. Non, mais Maisel est avec son amie Imogen et on la voit elles sont en discussion parallèle. Imogen lui tient une discussion que j'ai eu du mal à en comprendre pendant que Midge, elle, prend les mesurations de tout son corps, que ça ait des mollets, les cuisses, les bras, tout y passe, et qu'elle compile bien sagement dans un carnet. Merci maman. C'est alors que Joël arrive. Imogen en profite pour prendre la tangente. Et alors que son mari se déshabille suite à son retour du bureau, Midge est devant la télé et se rend compte que le sketch de Bob Newhart qui passe à la télé, mais mon Dieu, mais c'est le sketch de son mari! Elle accourt donc très vite à la cuisine pour dire à Joël « Mon Dieu, mais Bob Newhart t'a volé ton sketch !» Et ce à quoi Joël répond « Bah évidemment que non, c'est plutôt l'inverse. » Et c'est pas grave, puisque tout le monde le fait. Putain, il légitime la triche, lui. Sacrée série, ça. Au niveau de la morale, on n'y est pas vraiment. J'ai noté que c'était un joli contraste posé dans cette scène entre le mec pas totalement honnête envers sa femme et une femme qui fait tellement tout avec application et sincérité que cette tricherie-là, façon Gad Elmaleh, ben ça passe pas, quoi. On sent qu'elle est déçue. Alors, du coup, là, j'ai du mal à savoir si est-ce qu'elle est déçue de son mari, parce qu'elle pensait que c'était lui qui avait... Elle lui dit, en plus, quand même, je pense que c'est toi qui avais écrit ce sketch, ou est-ce qu'elle est déçue, finalement, du système qui fait qu'en fait, ça légitime le fait de copier honteusement les sketchs des autres, sans le dire, sans les mentionner.
Sachant qu'il y a un truc que j'avais pas dit dans la scène d'avant, justement quand elle parle à sa mère, elle montre là, Midge, que pour elle, clairement, c'est un jeu, en fait, c'est une activité qu'ils ont en commun avec Joël, son mari. Mais on le voit déjà là, l'embryon du truc, que pour elle, en fait, c'est juste une activité commune et ça l'amuse de faire ça l'amuse beaucoup, ça lui plaît d'aider son mari, mais elle y voit pas plus que ça, quoi. Et ça, je dis ça parce que ça reviendra après, on en reparlera tout à l'heure. N'hésite pas, Cécile, une chose à ajouter ? Non, pas sur cette partie-là. Après, moi, Bob Newhart, je me rends compte que je suis très nulle en comique américain, alors surtout de l'ancien temps. Je connais de noms, vaguement, mais je ne sais pas qui est cette personne. Pareil, tous les noms qui ont été cités, c'est trop à l'ancienne. Faut vraiment creuser le truc pour... Ah oui, moi j'ai aucune idée de savoir si les gens sont des vrais gens ou pas, quoi. C'est ça exactement, je pense qu'il y a C'est-à-dire des que vrais noms. Bob Newhart, pareil, peut-être, il me semble que c'est un vrai nom, mais ça pourrait être un nom inventé, ça me changerait pas, quoi. J'en ai aucune idée de qui sont ces gens. Voilà. Comme tu dis, Cécile, en plus les comiques de stand-up, américains, il y en a pas beaucoup qui ont réussi à traverser pour arriver jusqu'à chez nous. Et alors encore plus ceux de la fin des années 50, quoi. Ou alors ceux qui arrivent à traverser, c'est parce qu'ils ont d'autres histoires qui sont pas liées au stand-up. J'avais baptisé le chapitre #copie comique, bien évidemment. Gad, on pense à toi. Évidemment. Les gens vont croire que je le déteste. Joel, you're not going to believe this. Bob Newhart is doing your act. What? Bob Newhart. He's on Ed Sullivan. He's doing your act. He must have come to the club one night and seen you perform, and now he's on television doing it just like you do. Well, it's a little bit different because he does it faster, which is better, actually, but that's besides the point. I'm mad. Aren't you mad? Midge, relax. You're not mad. No. Or stunned. Not even mildly bemused. It's his act. What? Are you gonna put the rest of this on a platter? How is it his act? How do you know his act? I've got his record. So you stole Bob Newhart's act. It's fine. Everybody does it. Everybody steals his act? Yes? No, not steals. Borrows. Nouvel échange téléphonique entre Midge et son mari. Chapitre suivant. Chérie, j'ai oublié mon créneau. Et donc oui, du coup, on retrouve Joël au bureau. Donc on est la semaine suivante. Et donc Joël appelle en panique Midge pour lui dire que il n'a pas eu le temps d'avoir un créneau pour ce soir, alors qu'il y a ses amis, leurs amis qui viennent le voir exprès, qui viennent au Gaslight exprès pour le voir. Donc il faudrait encore une fois qu'elle arrange la situation. Enfin, alors lui, il ne le tourne pas comme ça. Hein. Il lui dit, il faut que tu arranges la situation, comme si c'était tout à fait normal que ça soit son rôle à elle d'arranger la situation. Ah oui, il est en mode impératif, hein. Tu vas le faire, tu dois le faire. Et donc il lui demande de venir le récupérer à 20h30, de lui amener un pull parce qu'il a oublié son pull de scène avant d'aller travailler ce matin. Donc ce qu'elle fait, hein, gentiment, donc elle arrive, on la voit un peu plus tard, arriver au bureau avec ce qu'on suppose être encore un rôti, comme la semaine dernière, en lui donnant son pull. Du coup, après là, ils vont dans le taxi, et quand il met son pull, il se rend compte que Midge lui a apporté un pull qui a des trous, et il n'est pas content. Et donc Midge s'excuse parce qu'elle s'est trompée, elle a fait vite parce qu'elle devait s'occuper aussi des enfants, et elle a pris le premier pull qui venait sans vérifier s'il y avait des trous. Et donc lui, il est vraiment très contrarié par ça, et elle toujours de bonne humeur et toujours positive, elle trouve une idée en lui disant, en fait, tu peux t'en servir dans ton spectacle, dans ton sketch, pour retourner la situation et pour rigoler justement du fait que tu as des trous, ce qui va beaucoup le perturber. Elle vous a plu cette scène ? C'est là où on voit un peu le caractère de Joël, en fait. Ouais, hyper stressé. Voilà, il est hyper stressé. Il est insupportable et il pense là qu'à lui, et parce que ça le stresse, parce qu'il a envie de faire ça, mais comme il maîtrise pas du tout, dès qu'il y a la moindre chose le moindre petit détail qui ne va pas comme lui l'avait imaginé, ça le stresse complètement, et on va le voir juste après, quoi, dans la scène juste après. Mais pour moi, même son pull, c'était le bon pull qu'elle a ramené, mais c'est qu'elle s'est pas rendu compte qu'il avait été troué par sûrement une mythe. Et donc, c'est vraiment pas sa faute, parce qu'il lui a dit, tu ramènes mon pull. Et donc, oui, elle a ramené le pull, elle ne l'a pas contrôlé sous toutes les coutures. Et c'est inadmissible. Mais comme elle lui dit, elle fait, attends, c'est Greenwich Village, déjà tu portes un slip, c'est déjà pas mal. T'es déjà trop habillé. J'adore le calme de Midge dans cette scène. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Elle est en mode comme ça. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Elle dit, mais tu t'énerves pour rien, en gros, on va y arriver, il n'y a pas de problème, on va trouver les solutions. Et ça, j'aime beaucoup ce côté positif qui est le sien. Oui.
Là, du coup, ils sont arrivés au Gaslight. Oui. Ils retrouvent leurs amis et donc ils commencent à boire un coup ensemble et à fumer parce que du coup ils peuvent fumer dans le Gaslight. Et du coup, Midge s'occupe d'aller essayer de, comme la semaine dernière, de trouver Baz pour pouvoir avoir le meilleur créneau possible. Mais Baz n'est pas là. Il y a que Suzy qui est là et Suzy, clairement, elle en a rien à faire qu'on lui donne du rôti, quoi. Donc du coup, ils essayent de négocier le truc, et au départ elle veut pas. Et Midge retourne à table sans le dire vraiment à son mari, en essayant de trouver une solution, quelle va être la solution pour qu'il puisse passer. Et donc le temps passe. Ouais, Suzy l'embête en lui disant « Pourquoi ton mari vient pas, qu'il vienne le demander lui-même ?» Il est grand, il a des jambes. C'est ça, elle a remarqué toute la situation, et du coup c'est le personnage qui va justement montrer ça en disant t'es une femme mais tu dois pas faire tout ce que doit dire ton mari, ou te mettre dans cette situation de c'est ton mari qui décide et toi fais ce que tu as envie de faire, quoi. Et ça sera cette situation plus tard dans l'épisode et dans la série. Finalement, il arrive à avoir du coup un créneau. Donc d'un coup, en fait, Suzy passe derrière en disant en fait c'est toi qui passes juste après, alors qu'ils étaient prêts tous à partir, que ce soit les amis ou Joël. Ouais, il est 23h30 quand tout ça se produit. Voilà, et du coup il passe, mais en fait tout ça l'a complètement paniqué. Il essaye de faire des blagues sur son pull, comme lui a suggéré Midge. Oh, le malaise. Voilà. Et là, c'est vraiment, effectivement, une scène de gros malaise. On voit qu'il n'a aucune idée comique, ni de rythme, ni de jeu de mots, de bonne idée sur ce qu'il pourrait faire. Il sent qu'en fait, il balance les mots comme ça. Après, du coup, il se dit, il faut que je retourne sur mon sketch habituel d'Abraham Lincoln, mais il en oublie la moitié, donc du coup, ça devient plus drôle du tout. Et là, vraiment, personne ne rit. Sous les yeux, du coup, de ses amis, et de sa femme, et de Suzy. Ah non, mais moi, ce que j'ai noté, c'est quand il improvise, il est mauvais. Et en plus, vu que ça rit pas, il perd ses moyens. En fait, le gars, moi, c'est ce que j'ai noté dans tout l'épisode, c'est qu'il dit que son rêve, c'est de devenir comédien de stand-up, mais il connaît rien au stand-up, à part avoir regardé 2-3 émissions à la télé, visiblement, pour piquer des sketchs. Il a aucun timing comique, il a aucun sens de l'improvisation, il est incapable de raconter une blague à lui, donc il ne sait pas écrire. Pourquoi son rêve, c'est ça? C'est comme si moi, je rêvais de devenir dessinatrice alors que je sais à peine faire des bonhommes bâtons. Enfin, je veux dire, j'en ai conscience que je sais pas dessiner. Donc lui, il doit bien savoir qu'il est pas drôle. Enfin, c'est pas possible. Donc il s'accroche à une illusion pour toi. Malaise comique. Moi, j'ai beaucoup aimé avant l'arrivée de ce malaise, la dame qui vient et qui dit Spokane. 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 Ne coupez pas le podcast, hein. C'est vraiment ça qu'elle dit, et de façon encore plus saccadée que maintenant. Donc c'était assez drôle. Ouais, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans tout ce passage-là, qui est assez long, hormis le malaise? Du coup, après Spokane, là, clairement, le public, il pourrait rire de n'importe quoi. C'est-à-dire que là, tu lui fais une blague de Toto, il rigole en fait, hein. Parce que du coup, là, il a subi ce truc qui était vraiment long, lent, malaisant. Mais non, il arrive à faire quelque chose d'encore plus malaisant. Non, et il est même pas capable de copier, en fait. Il est capable de répéter comme un perroquet, mais parce que Midge, elle lui a fait une blague par rapport à son pull. Elle a dit que c'était Ted, la mythe, qu'il avait mangé, parce que quand il a demandé « Mais qui c'est qui a mangé ça ?» Elle fait « Bah, Ted, évidemment, ça semble évident. » Et quand lui, il essaye de répéter ça, mais ça tombe à plat de ouf. Alors, et elle lui dira après, il dit « Oui, si ta blague était pas drôle. » Elle fait « Non, c'est toi qui sais pas la dire. » C'est clair. Faut la vendre. C'est ça. Mais ouais, et donc il sait même pas s'approprier une blague. C'est un perroquet, c'est tout. Il est bien habillé pour l'hiver, le pauvre. Écoute, son pull était troué, donc ça tombe bien. Ça se voit que vous avez maté en VO, ce qui parlait de Ted Lamite, qui a fait des trous dans le pull, et en VF, c'est Thérèse Lamite. Arrêtez de changer les noms, quoi. Ted Lamite ou Thérèse Lamite. Pourquoi dans l'adaptation, vous avez changé, les gars? Parce que Lamite, c'est féminin, et donc on pouvait pas lui donner un prénom masculin. Enfin, Ted, c'est masculin. Et les carcans qu'on essaie de casser, là, depuis toutes ces années, on les met où? Bref, ok. Ça peut être Théodora, Ted. Alors, c'était de la grosse mythe, en plus. C'était une grosse mythe. Même sur les mythes, ils sont grossophobes. Joël, demain, c'est Yom Kippour. Je suis pas heureux, Midge. Oui, c'est normal, c'est Yom Kippour. Écoute, je sais pas comment faire. Je suis pas doué pour ces choses-là. Quelle chose, me quitter? Oui. Alors, me quitte pas.
Entraîne-toi et réessaie quand tu seras un peu plus au point. Midge. Joël, le rabbin va venir. Oui, je suis au courant. Ça fait 5 ans qu'on essaie de la voir et cette année, ça y est, on a enfin le rabbin. Il faut que j'y aille. Non, je t'en prie, je comprends pas. Je croyais que ma vie serait complètement différente. Je croyais que moi, je serais quelqu'un de différent. Mais ce soir, ça a été tellement horrible. Cette salle remplie de gens qui me regardaient faire un bide. C'était juste un soir comme ça. Et moi, sur scène au supplice, en train de repenser à la semaine dernière, on était au temple, le rabbin fait une blague idiote sur Sodome et Gomorre, et tout à coup, tout le monde se roule par terre. Et alors? Il a eu plus de rire en 5 minutes que moi en 5 mois. Tu es jaloux du rabbin? Il était à Buchenwald, franchement, il n'y a pas de quoi l'envier. Tu t'es jamais imaginé être quelque chose pour finalement te rendre compte que tu te gourais? Si. Marié. Retour des époux en taxi, et oui, ils sont blindés, je vous le rappelle. Donc du coup, ils font tout en taxi tout le temps. C'est tendu entre les Maisel, ça se reproche, ça se fait reproche sur reproche. Son mari lui dit non, mais en gros, sors pas ton carnet, il n'y aura pas de débrief ce soir. Ils rentrent chez eux et Jojo c'est Joël, hein. Je l'ai petit Jojo, veut se barrer. Une fois rentré chez eux, Joël ne veut plus parler et juste avant de se coucher, il annonce à sa femme qu'il la quitte. Sauf que il est en train de charger la valise de sa femme, pas la sienne. Et sa femme d'ailleurs souligne bien l'ironie de la situation, Joël s'en est même pas rendu compte. Midge hallucine que son mari se barre avant Yom Kippour. Joël ne se remet pas de son bide et la dispute se poursuit sur une énorme différente vision des choses. Là, j'aimerais bien vous entendre sur cette différence d'appréciation entre Midge qui faisait ça pour le fun et son mari qui se voit comme humoriste, quoi. Tu l'as un peu déjà décrit, Cécile. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que lui, il se voit devenir comédien, c'est son rêve, c'est vraiment... Il veut remplacer son travail par ça, sauf qu'il est pas doué. Et il travaille même pas, en plus. Parce que, enfin, déjà, son travail, il l'aime pas et il doit le faire qu'à moitié. Mais là, il se dit, c'est son rêve, c'est sa passion, mais il travaille pas pour non plus. Parce qu'il apprend pas très bien les sketchs, vu qu'elle lui fait remarquer que le sketch qu'il a copié, il a même pas le bon rythme pour le sketch, donc en fait il l'a dévalorisé quand il l'a piqué, alors que déjà les 3/4 du travail a été fait, il aurait peut-être pu apporter sa petite sauce et améliorer, alors que tout ce qu'il a amené, ça descend un peu la qualité du sketch. Et voilà, enfin il est pas bon comédien, il écrit rien comme blague. Pourquoi il veut faire de la comédie un hobby, faire son travail, alors que ça pourrait être juste un hobby qu'il partageait et elle, ça lui convenait très bien. Pour elle, c'était un hobby, une activité commune qu'ils pouvaient avoir en couple, qui, elle, lui plaît, mais enfin, parce elle veut faire plaisir à son mari, et puis du coup, elle prend du plaisir, en fait, à observer les gens, à noter ça dans son carnet. Ça lui fait plaisir, en plus, de pouvoir satisfaire ses manies, de pouvoir noter tout plein de choses dans plein de carnets. Donc ça lui fait plaisir. Et comme ça fait plaisir à son mari, et lui, en fait, effectivement, il s'imagine devenir un grand comédien de stand-up. Je pense que c'est symptomatique, en fait, de qui il est et peut-être de la place de l'homme à ce moment-là. En fait, lui, il a tout réussi sans avoir besoin de travailler. Donc, il le dit, en fait, je fais un travail, je sais même pas ce que c'est. Je pousse des dossiers, je fais des réunions, mais j'en ai aucune idée. Donc, il a aucune idée de ce que c'est que la valeur travail, et donc du travail qu'il faudrait avoir pour réussir dans le stand-up. Et on va le voir après, quand elle va le faire, parce qu'elle a un vrai don, mais on va le voir aussi après sur la scène de fin avec, je ne dis pas avec qui c'est, mais où il explique quelle est la difficulté complète de ce métier, quoi. C'est une horreur totale, en fait, de faire ce métier pour arriver à faire rire les gens. C'est ça, Joël donc déteste son boulot, devenir humoriste c'est son rêve. En gros, sa femme était là pour l'aider à accéder à ce rêve, elle devait être là en permanence à l'aider à le tirer vers le haut. Il s'apprête à partir, mais Midge le retient comme elle peut, en mode « Mais tu peux démissionner, moi je te promets de m'améliorer. » Alors qu'elle, meuf, t'es déjà en train de faire un paquet d'efforts. Et là, c'est le drame. Il annonce à sa femme qu'il la trompe avec Penny, la secrétaire canon, mais conne comme ses pieds, qui sait même pas tailler un crayon, vous savez. Et Joël ne veut plus de cette vie avec femme et enfant. Midge lui balance que franchement, mais mec, c'est le pire timing du monde que tu me fais là. T'as jamais réussi à être aussi drôle que maintenant, 24 heures avant la rupture du jeûne. Allez, va-t'en. Et cet enfoiré veut même que Midge fasse le sale boulot et aille annoncer la mauvaise nouvelle aux parents. Chapitre suivant, l'annonce de la séparation aux parents. Comme son mari est un lâche, qui est parti sans rien dire, Midge va donc voir ses parents. Elle tombe d'abord sur son père, qui ne la laisse même pas parler. Il la voit arriver, il fuit vers sa femme, il appelle sa femme et il essaye limite de se cacher derrière elle, c'est un peu de ça. Dès que sa femme arrive, il s'enfuit.
Midge annonce que son mari est parti. Évidemment, sa mère hurle que c'est de sa faute, parce que comment ça pourrait être de la faute de son mari, évidemment. Enfin, je veux dire, c'est lui qui la trompe, mais c'est de sa faute à elle. Son père s'énerve, il va dans son bureau on se demande quoi faire, limite tout casser. Du côté de son père, c'est de sa faute à elle, parce qu'elle a choisi un homme faible. Sa mère pleure, son père lui dit qu'il l'avait bien prévenu, alors que la seule chose qu'il lui a dit, c'est « Tu es sûr de ton choix ?» Elle a répondu « Oui, ça lui a suffi. » Ah oui, mon Dieu, quelle prévenance. Il l'avait vraiment bien prévenu. Hein. Et tout ça pour se finir sur « Écoute, tu te débrouilles pour le faire revenir parce que tu n'es qu'une enfant, tu as besoin d'un mari, parce que bien sûr, une femme, en plus, elle a des enfants, enfin, elle ne peut pas subvenir à ses besoins, elle a besoin d'un homme dans sa vie, et même si ses parents sont riches, ils n'ont pas l'air décidés de l'aider. J'ai noté que c'était des parents en mode drama queen, quoi. Ah, surtout sa mère. C'est une horreur. Enfin, vraiment, c'est ta faute. Enfin, t'as l'impression que elle a pas fait d'effort pour le garder alors qu'elle n'a fait que ça. C'est clair. Ouais, c'est-à-dire qu'il y en a aucun des parents qui s'inquiète de l'état de leur fille. C'est-à-dire que son mari vient de la quitter, alors qu'avec leurs enfants, elle vient de la laisser seule, mais personne ne se pose la question de dire « Mais toi, est-ce que tu vas bien ? Après, on verra pourquoi est-ce qu'il est parti, ok, mais à la rigueur, même si c'était vraiment de sa faute, le mec s'est quand même barré. C'est ta fille, concrètement, tu t'en fous un peu de savoir pourquoi il est parti. Il est parti, en fait, tu te dis « Comment est-ce que toi, tu vas ?» Cécile l'a bien évoqué, hein, t'as vu le père, comment il prend la fuite quand il voit rien qu'à la tête de sa fille, il se dit « Ah non, j'ai pas envie d'avoir cette discussion-là ce soir. » Ah non. Ouais. Et la mère qui revient en disant « Mais c'est bon, j'ai trouvé la solution pour demain, pour Yom Kippour, avec le rabbin, on dira que Joël est malade, tout ira bien, on va sauver les apparences. » Comment il se voile la face. C'est ça le plus important. Ce qui les intéresse, c'est les apparences. C'est qu'elle peut pas rester seule sans mari parce qu'elle c'est une femme avec des enfants, parce que c'est leur société qui leur dicte ça. Et il est le rabbin, donc voilà. Donc c'est que les apparences qui les intéressent et pas du tout au détriment en fait de la santé ou du bien-être de leur fille. Ils s'en fichent complètement. Moi j'ai noté que c'était un peu façon théâtre, on n'est pas loin du vaudeville là. Ouais, il y a des portes qui claquent toutes les 3 secondes. Ça change de pièce, je pense que ça augmente le côté drama queen, le fait d'ouvrir les portes, de fermer les portes en grand. Ça augmente les cris, quoi. Ce que j'ai noté, à partir de cette scène-là, jusqu'à la fin de l'épisode, on ne s'occupe plus des enfants. Les enfants ne sont pas un problème, ils n'existent pas. Mais non, ils se gèrent tout seuls, ils sont grands. C'est clair. Mais non, mais il y a Petra, la gouvernante, je crois qu'elle s'appelle Petra. Celle qui est quand même assez énervée contre le père tout le temps. C'est une gouvernante, mais qui engueule les gens. Voilà. Et je pense que c'est elle qui doit garder les enfants. C'est pour ça qu'on en oui, parle. mais ça n'a pas été... Pour le coup, je trouve que ça n'a pas été présenté. Ouais. Ah non, pas du tout. On poursuit, on prend la direction du métro, c'est ça ? Oui, ben là en fait, elle est plus avec ses parents et du coup elle trouve la table prête pour le lendemain pour Yom Kippour et elle se dit que c'est une bonne idée de boire tout l'alcool qui est là. Donc elle part avec sa bouteille en nuisette, enfin une sorte de nuisette avec son manteau et elle va se balader dans New York. Donc elle prend le métro. Elle va aller jusqu'au Gaslight, donc elle sort sous la pluie en picolant. Et donc comme je dis, ça va l'amener jusqu'au Gaslight pour voir un peu ce qui se passe. C'est là où elle voit du coup qu'il y a encore un gars qui joue je crois que c'est à ce moment-là, oui. Qu'elle voit qu'il y a encore... Non, c'est après, où il y a un autre gars qui joue le même sketch. Non, là, c'est qu'elle s'est rendue compte, en fait, en rentrant chez elle avec la bouteille d'alcool, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus son plat. Elle regarde le meuble dans lequel, normalement, il y a le plat du rôti, et le plat n'est pas là, donc elle se dit, évidemment, il est 1h du matin, je vais aller chercher mon plat bourré en nuisette dans New York. Et pour une fois, pas de taxi. C'est ça, donc elle prend le métro pour y aller. Et donc, elle arrive au Gaslight en étant bourrée. De fil en aiguille, elle se dit que c'est une bonne idée, enfin, c'est pas ce qu'elle se dit, mais en fait, elle arrive sur scène et elle commence en fait à expliquer ce qui lui est arrivé avec son mari, qui est parti avec la secrétaire, en faisant des remarques sur le fait que la scène est mal placée, elle est juste à côté des toilettes, du coup on entend très bien ce qui se passe, ce que vont faire les gens quand ils vont aux toilettes juste à côté de la scène. Voilà. Et donc tout ça de manière très comique, en reprenant tout un tas d'éléments qu'on a nous vus dans la série, le fait que sa fille ait une grosse tête, et que du coup, elle a peur qu'elle ressemble à Churchill. En fait, en reprenant plein d'éléments qu'on a vus, qui ont été évoqués depuis le début de l'épisode, qu'elle va remettre là d'un coup, en fait, de manière comique, sur scène, de manière spontanée, en fait. Elle n'a rien écrit, et au départ, on pense qu'elle fait ça juste parce qu'elle est saoule, et puis finalement, on se rendra compte que pas que. Et elle va aller jusqu'au
au point en fait de se demander pourquoi est-ce que son mari est parti, est-ce que c'est à cause de son physique, voilà. Et donc du coup en montrant son physique, en enlevant son manteau, jusqu'à dévoiler sa poitrine devant tout le monde, voilà. Et ça c'est un peu trop, même pour Greenwich Village, et du coup il y a la police qui va venir la chercher. Et Suzy, du coup, qui essaye de s'interposer en disant non, mais elle connaît pas les règles, elle savait pas, et voilà. Mais elle est embarquée par la police. Alors, cette scène, elle vous a inspiré quoi? Que Midge est un très bon humoriste parce qu'elle arrive à improviser en étant ivre, donc c'est vraiment pas mal. Et elle maîtrise plusieurs types d'humour parce qu'elle parle, comme disait Franck, elle replante plein d'éléments que nous on a vus. Elle va ironiser sur le front de sa fille, etc. Sur aussi la secrétaire con comme un balai, et c'est pas gentil pour le balai. Et aussi de l'humour sur son physique où elle va voilà, user de son apparence pour faire rire. Elle dit non mais là j'ai une sale tête, je suis bourrée, attendez, elle prend un plat pour cacher sa tête, elle fait non mais si on oublie ma tête, mon corps il est bien quand même. Elle fait ah non parce que j'ai bu, du coup mon ventre il est gonflé. Bon bah elle prend un autre truc pour cacher son ventre. Non mais là si on imagine. C'est génial, ouais. Donc voilà, elle a plusieurs types de comiques, elle est pas juste sur les punchlines, elle arrive aussi à jouer de son corps. Et au final, elle se fait arrêter parce qu'elle a montré ses seins, mais pas que. Elle n'avait pas de licence pour faire son sketch. Elle rigole d'ailleurs, elle ironise là-dessus. Après, vous êtes sérieux? Faut une licence? Je vais vous retrouver le nom exact, mais ça m'a fait mourir de rire. Et c'est ça que Cécile le souligne bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est que t'as le comique physique, t'as un comique de répétition aussi. Non mais franchement, il couche avec une secrétaire qui s'appelle Penny Pan, comme ça. C'est dans les intonations et tout, c'est génial quoi. La façon dont c'est incarné. Did I mention that my husband left me? Woohoo! Okay. All right, but did I mention that he left me for his secretary? She's 21 and dumb as a Brillo pad. And I'm not naive. I know that men like stupid girls, right? But I thought Joel wanted more than stupid. I thought he wanted spontaneity and wit. I thought he wanted to be challenged. You know what I mean? You two are going to be together forever. I'll tell you this much. I was a great wife. I was fun. I planned theme nights. I dressed in costumes. I gave him kids, a boy and a girl. And yes, our little girl is looking more and more like Winston Churchill every day, you know, with a big Yalta head. But that's not a reason to leave, right? Really? Really? After what I just said about the bathroom? Walk of shame. Walk of shame. Oui, c'est ça, outrage à la pudeur et exhibition sans licence. C'est une licence donnée pour les danseuses de cabaret à cette époque-là. Donc Midge hallucine sur le fait qu'il y ait besoin d'une licence pour ça, quoi. Désolé Midge, mais on va prendre la direction du commissariat, et c'est comme ça. Et le chapitre suivant, d'ailleurs, je l'ai baptisé « Et si tu faisais du stand-up, meuf ?» Suzy vient récupérer Midge en tôle. On apprend que Midge a passé 20 minutes chrono en prison, que personne ne l'a violé. Tant mieux quand même. En 20 minutes. C'est quand même mieux, on est dans une série plutôt légère, donc si on peut éviter le viol, c'est bien. C'est drôle parce que Midge parle vraiment en mode putain, j'ai fait de la tôle, ça m'a changé, ça y est, je suis une dure, je suis une badass, j'ai un casier judiciaire maintenant. Et Suzy lui dit non mais redescends franchement, t'as passé 20 minutes et ton casier va rester vierge ma vieille. Hein. Et là on prend la direction d'un bar où toutes les deux vont se boire un verre, Midge broie du noir, et Suzy travaille à rassurer Midge en disant tu perds rien, de toute façon ton mari c'était un escroc et un voleur. Et Suzy lui dit toi, t'as pas volé. C'était bien, t'étais brute, il y a quelque chose, ton numéro était super, t'as du talent, tu devrais faire du stand-up. Et Midge, elle dit non mais j'ai des gamins, les gamins oubliés là dont tu parlais Cécile. Et Suzy sort une histoire, moi que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, que la façon dont elle le racontait, que sur 15 ans elle a vu passer des gros cons arrogants, incompétents, mais qu'il y en a un qui sortait du lot, c'était Mort Sail, qui est devenu star, et que la deuxième fois où elle a ressenti ça, c'était en voyant Midge ce soir. Et Midge s'enfuit en se disant putain demain c'est Yom Kippour, je dois y aller, je dois jeûner, je bouffe des cacahuètes, ça va pas du tout, je suis censé jeûner, allez hop je me casse. Elle sort devant, cherche du pognon pour payer le taxi, mais elle tombe sur son fameux calepin où elle a pris tout un tas de notes qui devaient servir sur son mari mais qui vont peut-être finalement lui servir à elle. Moi je trouve que la serveuse elle manque un peu de Suzy. De caractérisation, on comprend bien le personnage, mais par exemple, moi, j'ai pas réussi à noter qu'elle s'appelait Suzy pendant tout l'épisode. C'est quand même triste, quoi. Et c'est pareil, je l'ai nommée partout la serveuse, mais je suis même pas sûre, en fait, de ce qu'elle fait dans le bar. Son rôle est pas assez précis, je trouve, dans ce pilote. Elle est pas assez bien présentée, alors que ça semble
être un personnage qui va permettre le tournant de la vie de Midge. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage qu'elle ait pas plus de place, où il manque vraiment pas grand-chose en caractérisation. Oui, bah, clairement, ça va être un personnage important de la série, hein. C'est un des personnages récurrents de la série. C'est Alex Bornstein, la comédienne. Effectivement, ils le disent une fois qu'elle s'appelle Suzy, et après en fait j'avais l'avantage du coup d'avoir déjà vu la série, donc je me rappelais qu'elle s'appelait Suzy. Voilà. Ou alors après il y a aussi un truc qui est assez pratique quand tu mets pause sur Amazon, en fait t'as le nom de tous les personnages et les acteurs qui les jouent. Donc ça c'est vraiment agréable quand tu regardes Prime Video. Mais effectivement tu as raison, elle est pas assez bien caractérisée sur qu'est-ce qu'elle fait. Bah, là du coup ça lui donne un peu plus de caractérisation en disant en fait elle est là depuis un moment. Elle fait serveuse, elle fait gérante, parce que Baz, qui a l'air d'être le chef, il n'a pas l'impression qu'il soit extrêmement compétent non plus, hein, c'est un homme. Hein. Donc, c'est à peu près ce qu'on montre dans toutes les... à chaque fois qu'on voit des hommes, il y a toujours une femme qui est en parallèle avec. Il y a du coup Midge et son mari, Baz et elle. Il y a même entre le père et la mère, même si la mère, on sent que elle a quand même des problèmes et qu'elle fait pas grand chose, mais le père, il en branle vraiment pas une là. Ce qu'il fait, le père, juste ce qui l'inquiète, c'est que son bureau a été nettoyé, alors qu'il aurait pas dû parce que ça perturbe son. Donc il y a toujours en fait, à chaque fois qu'il y a un homme, il y a toujours une femme en fait qui va rehausser le niveau. Et elle, on sent que c'est elle en fait plus ou moins qui gère la barque du Gaslight. Et qui repère les talents, parce que Baz, il en a rien à foutre. Baz, tu lui donnes un rôti en fait et il fait passer n'importe qui. Alors que elle remarque qui a du talent ou qui en a pas. Elle est programmatrice quelque part. C'est elle qui veille à qui elle valide pour monter sur scène et faire le show. Et qui va déboucher sur un rôle, sans trop spoiler, d'agent finalement, de stand-upper, de stand-upeuse. Succession de scènes sur lesquelles on va pas s'attarder. On a Madame Maisel, donc Midge, qui retourne au Gaslight et voit un mec qui utilise les mêmes blagues déjà pompées par son mari. On a une scène suivante, alors là, il faudrait qu'on se mette d'accord les amis. C'est quoi cette scène où elle lit du Marx? C'est quoi ça? Moi j'ai pas compris non plus, c'est que quand elles étaient au bar, il y a quelqu'un qui diffusait des tracts sur une réunion communiste, et donc Suzy lui fait remarquer qu'elle est devenue communiste vu qu'elle a ça dans les mains, et donc on la retrouve à un moment dans une scène entre deux qui n'apporte rien, où elle lit du Marx en plein milieu d'une réunion de communistes qui sont en train de débattre et limite de s'engueuler. Ils sont beaucoup et ça a l'air de faire beaucoup de bruit, et elle lit son petit livre son petit livre rouge en plein milieu. C'était très bizarre, j'ai pas compris ce qu'elle faisait là. Et très subtil, hein. Rouge avec marqué Karl Marx en gros. Histoire qu'on la rate pas, n'importe quoi. Bon, scène suivante, Midge se rend chez Suzy. J'ai réussi à le dire sans bafouiller, et en voyant l'appart minable, lui donne rendez-vous le lendemain matin. Mais vous pouvez pas habiter là, franchement, déménager, parce que c'est vraiment tout petit, quoi. Elle arrive même pas à baisser son lit. Le lit, il bloque la porte quand elle baisse son lit armoire, là, ou je sais pas quoi. C'est un lit armoire qui bloque la porte, donc elle peut pas. Voilà. Et quand elle mange, elle a pas de table, c'est-à-dire qu'elle mange sur le lit parce que, c'est vraiment, c'est. Un KGB. Ça a l'air d'être, une pièce où tout est dedans. Bref, on prend la direction de la prison où on retrouve quel personnage, Franck? Lenny Bruce, du coup, qu'on a déjà vu plusieurs fois en fait. Parce que même il y a une fois où on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il est dans le taxi aussi. À un moment, ils prennent un taxi tous les deux. Elle rentre dans un taxi et en fait, il est là aussi sans rien dire. C'est là où elle s'est souvenue qu'elle devait le voir lui, et c'est là qu'elle a su quand il sortait. J'allais vous poser la question. Ouais. Ok. Non, mais pour moi, c'était pas dans le taxi, c'est quand elle s'est fait embarquer par la police, il était dans la voiture de police. C'est pour ça qu'elle va le chercher le lendemain. Dans la voiture de police, pardon, c'est pas le taxi. C'est pour ça que le lendemain, elle va le chercher au commissariat quand il sort. Donc, Lenny s'étant fait arrêter en même temps qu'elle, et donc c'est elle qui paye sa caution et non sa femme, comme visiblement c'est son habitude. Et elle en profite pour lui demander, lui, pourquoi il fait ça. Pourquoi il fait du stand-up. Il lui dit que... Est-ce qu'il aime ça? Il voudrait pouvoir faire n'importe quoi d'autre, mais c'est ça qu'il adore, et on se rend compte que elle aussi, elle aime bien ça. Il va plus loin que ça, en fait. C'est-à-dire qu'il lui explique, il lui dit c'est terrible, c'est pire que le cancer ou que Dieu. Il veut vraiment un portrait de c'est la chose la plus horrible du monde. Et elle lui demande, mais est-ce qu'il aime ça? Et du coup, il fait un petit sourire narquois à dire, évidemment, en fait. Enfin, clairement, il veut dire, évidemment que j'aime ça, quoi, même parce que je sais faire que ça et je le fais bien. C'est marrant ce rapport love-hate, amour-haine qu'il a avec ce métier. C'est intéressant de poser ça dès le pilote. En gros, tu vas en chier, Midge.
Ah oui, je pense que c'est montré aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que Joël, lui, il s'entraîne pas du tout et du coup, tu peux pas. Enfin, elle arrive à être spontanée et à être drôle, mais c'est une personne sur 1 million en fait qui est drôle comme ça. Sinon, il faut travailler. Enfin, et elle aussi, on va voir après par la suite qu'il faut qu'elle travaille. Non, et puis lui, dès qu'il a pris son premier bide, il a fait hop, c'est bon, j'arrête, je me casse, je change de vie, c'est pas pour moi. Mec, si tu veux travailler tes numéros et être drôle un jour, il va falloir que tu t'en prennes des bides. Il faut être prêt à ça et savoir que le bide, ça fait partie du taf. C'est clair qu'il est pas très résilient, le mec. Il abandonne très vite. C'est un lâche. J'ai marqué le mot lâche, en gros. Mais les hommes sont des lâches, madame. C'est donc ça. Et encore une fois, du coup, Lenny, il fait des conneries et c'est sa femme qui vient le sauver. Exactement. Voilà. Alors, par contre, ce que j'aime bien, c'est effectivement qu'on voit sa femme qui désamorce plus ou moins déjà l'idée de se dire en fait, elle va finir avec Lenny et ça va être une petite comédie romantique où ils vont avoir une relation professionnelle, parce qu'ils vont être liés, ils vont le revoir plusieurs fois, mais déjà ça coupe court au fait de dire en fait, on va faire comme d'habitude. Là, lui, il est seul, elle aussi, elle est célibataire, ils vont tomber amoureux, machin, etc. Non. En fait, déjà, ça le coupe. Et c'est cool que sur le moment, la femme ne soit pas jalouse en mode pourquoi elle intervient celle-là, pourquoi elle a payé ta caution celle-là, qu'est-ce qu'elle fait là, tu vois. Surtout qu'elle était affublée d'une magnifique robe verte qui lui sied à merveille. On n'a pas beaucoup parlé de la mode, mais Midge est toujours extrêmement bien lookée et quoi qu'elle porte, quoi. Je l'avais noté aussi au début. Je veux dire, effectivement, les costumes de cette série, en tout cas les costumes de Midge, elle est toujours magnifique. Le travail sur les costumes, il est fou, quoi. Parce qu'il est toujours, c'est Sex and the City avant l'heure, quoi. Ouais, et puis rien que, je sais pas, le manteau, c'est violet ou rose qu'elle a au-dessus de sa nuisette. Rose, peut-être. Je vais dire rose. Parme. C'est ça. On dirait entre les deux, Parme. J'aime bien ce joli manteau qu'elle porte par-dessus sa nuisette bleue, ça lui va bien, et elle est censée être complètement défaite, mais elle garde toujours un côté glam. Elle est rayonnante comme tout dans cette série. C'est ainsi que s'achève The Marvelous Mrs. Maisel. Je croyais que c'était ma femme qui avait payé la caution. Non, c'est moi. Bon, alors... Merci. Je peux vous poser une question? Oui. Vous aimez ça? Ça quoi? L'humour. Le stand-up. Vous aimez ça? Vous êtes sérieuse? Ça fait un moment que je m'y colle. Bon, on va le dire comme ça. S'il y avait quoi que ce soit d'autre que j'étais capable de faire pour gagner ma vie, je le ferais. N'importe quoi. Que ce soit blanchisseur pour le Ku Klux Klan, portraitiste pour enfants infirmes, gardien d'abattoir. Si un jour quelqu'un me disait « Léonard, soit tu bouffes la tête de ce gars, soit tu fais 2 semaines au COPA », je lui dirais « Passe-moi le putain de sel ». C'est un boulot abominable. Ça ne devrait pas exister. Comme le cancer. Et Dieu. Désolée. Je suis allée au poste de Varick à la place. Pourquoi t'as fait ça? Parce que tu préfères Varick. Mais chérie, on nous donne pas le choix. On va passer à la phase de notation juste dans 2 secondes. Très vite, Franck, je sais, je te prends de court, mais juste par curiosité, est-ce que tu as une saison préférée de Mrs. Maisel? Laquelle et pourquoi? C'est peut-être loin dans ton esprit et on avance. Ouais, hein, c'est un peu loin. Je sais qu'il y a des... à un moment, alors c'est pas sur toute la série, mais il y a une partie que j'aime bien. Elle va retrouver d'autres prétendants. Et il faut m'aider parce que je me rappelle plus comment il s'appelle, le gars qui joue Shazam. Zachary Levi. Zachary Levi, voilà. L'ancien Chuck. Voilà. Et en fait, clairement, il venait de tourner Shazam parce qu'il est ultra musclé. Donc à un moment, il a plusieurs épisodes auxquels il joue dans la série. Et en fait, j'aime bien son personnage qui arrive. Voilà. C'est dans quelle saison? Je ne sais plus. C'est pas grave. Juste un dernier truc. Le 17 février dernier, Amazon a annoncé officiellement qu'il y aura une 5e et dernière saison pour Mrs. Maisel. Est-ce que tu l'attends avec impatience? C'est quoi ton état d'esprit? Impatient, en fait. J'ai envie de savoir comment ça va se finir, qu'est-ce qui va se passer. Et je me dis que il y a des chances que je refasse toute la série pour pouvoir profiter au max de cette dernière saison, parce que je pense qu'on va faire des liens avec ce qui s'est passé et sur l'évolution du personnage, d'où elle est partie donc dans ce premier épisode pilote et où elle en est maintenant. Après, il y a toujours des épisodes un peu plus haut, un peu plus bas, évidemment, mais c'est une super bonne série, donc je suis impatient. Et oui, et qui a reçu de nombreux prix, un Golden Globe, Emmy Awards pour Rachel Brosnahan, meilleure actrice dans une série comique pour Alex Bornstein, donc Suzy, meilleur second rôle. Ce qui est dommage, c'est qu'aucune de ces 2 actrices, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on les voit
Enfin, Suzy, je suis sûr, parce on n'en a pas parlé, mais elle a quand même un physique assez particulier, parce qu'elle est vraiment toute petite. Et d'ailleurs... et masculinisée dans Mrs. Elle fait Maisel. très butch dans la série. Voilà, et d'ailleurs, on la prend pour un homme souvent dans la série. Donc, il ne me semble pas l'avoir vue ailleurs. Elle fait juste un guest dans Friends, mais je sais plus quel épisode, mais elle fait un guest à un moment donné. Mais ça date. Et du coup, Midge, en fait, je me rappelle pas non plus l'avoir vue spécialement dans d'autres choses. Je trouve dommage parce que elle joue extrêmement bien, en fait. En fait, mais tout le cast joue très très bien, quoi. C'est-à-dire que même Joel, qui est un pur loser lâche, en fait, il le fait bien. C'est-à-dire qu'on y croit. On a envie de détester ce personnage et lui dire non mais en fait barre-toi parce que tu vaux pas, tu mérites pas d'avoir Midge pour toi, en fait, tu la mérites pas, quoi. Elle est tellement meilleure que toi, quoi. Donc infiniment. Rachel Brosnahan, on avait pu la voir notamment dans House of Cards, elle joue le rôle de Rachel Posner sur les premières saisons. Mais c'est vraiment la plus grosse série de sa filmo quand on regarde un peu. Rendez-vous dans le courant de l'année 2022, peut-être 2023 ou plus tard, pour cette 5e et dernière saison de The Marvelous Mrs. Maisel, la fabuleuse Madame Maisel en VF. C'est l'heure de passer à la notation, dans cette phase de notation dans ce pilote presque parfait. Après tout ce qu'on a dit sur le pilote, je vous écoute pour votre note et la justification de celle-ci, avec une appréciation globale des forces et des faiblesses. Je rappelle l'échelle de notation: 10 parfait, 9 exceptionnel, 8 très bon, 7 bon, 6 satisfaisant, 5 moyen, 4 insuffisant, 3 mauvais, 2 très mauvais, 1 exécrable, 0 inadmissible, comme la grossophobie dans ce pilote. Petit rappel du classement général, je vous épargne les notes, mais retenez juste: 5e Fleabag, 4e The Big Bang Theory, 3e Buffy contre les vampires, 2e Seinfeld et première, toujours sur son trône, The Crown. Honneur à l'invité, je rappelle ma chère Cécile que tu as un coefficient 3. Quelle note donnes-tu à ce pilote de la fabuleuse Madame Maisel ? Alors moi j'ai hésité un peu entre 8 et 7 et ce sera un 7 parce que comme je le disais, je trouve qu'on a une très bonne caractérisation de Midge et de ses parents proches, donc de ses parents, son ex-mari, enfin son mari, qui j'espère sera un ex rapidement, et de la situation qui est très bien posée dans ce pilote. Mais par contre, je trouve qu'on voit peu vers quoi ça va amener, parce que voilà, on se doute qu'elle va aller dans le stand-up, mais est-ce que ça va vraiment devenir son métier ? Est-ce que ça va être un hobby ? Et comment elle va s'en sortir pour vivre seule, sans son mari ? Est-ce que son mari va revenir ? On a peu de pistes sur la suite et on manque de caractérisation sur des personnages qui ont l'air plutôt importants, tels que Suzy. Donc voilà, moi je penche pour un 7. Ça donne envie d'en voir plus, mais ça donne pas assez de pistes pour la suite pour vraiment savoir vers quoi on va. Je bloque un peu sur ce que tu dis. Tu dis que ça donne peu de pistes, mais en même temps, t'as pas mal d'interrogations. À l'instant, tu viens de faire plusieurs énumérations. Ce que je veux dire, c'est que tu sais pas exactement si... est-ce que ça va devenir son métier ? Est-ce que ça va devenir un hobby ? En fait, moi, je trouve qu'il y a une très grosse vibe The Good Wife parce que le plot de début, c'est un peu ça. C'est elle se retrouve seule parce que son mari l'a trompée et il faut qu'elle trouve une alternative et qu'elle se trouve un métier. Mais là, tu vois, je n'ai pas la certitude que le stand-up ce soit ce qui va lui permettre de payer ses factures par la suite. Et est-ce qu'elle va pas essayer de récupérer son mari ? Est-ce qu'elle va essayer de trouver un autre mari ? C'est plus en ça, en fait. On reste avec beaucoup d'interrogations et on ne sait pas exactement vers quoi la série s'en va. En fait, il faudrait que cette ouverture, elle apparaisse pour moi à l'épisode 2. Qu'on ait une piste un peu sérieuse en épisode 1 et en épisode 2, on fait peut-être que c'est pas vraiment vers ça qu'on va aller, mais à creuser. C'est ma vision du pilote, je pense. À creuser, c'est vrai que tu n'as vu que le pilote, t'as pas vu 2 et 3, donc c'est forcément, je comprends cette interrogation. D'accord, bon, 7. Coefficient 3. Franck, je rappelle qu'on note que le pilote ici, on ne note pas l'intégrale parce qu'on a la flemme de regarder la suite. Donc, attention, je ne veux pas que la note soit biaisée par le reste. Non, là je reviens sur la révélation en fait où ce podcast est un podcast de flemmard, c'est pour ça qu'on regarde qu'un seul épisode de série. Mais oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai. T'as jamais lu le descriptif de la saison des séries ou quoi ? Il est marqué PPP.
Un pilote presque parfait, podcast où on analyse je sais plus comment je l'ai écrit, mais en gros on décrypte le premier épisode parce qu'on a la flemme de regarder la suite. Tu regardes la description, tu verras. J'avais complètement zappé. Alors quelle note tu donnes à ce pilote? C'est compliqué. Alors je vais donner plus que 7 déjà. C'est moi qui vais être le méchant de l'histoire encore. Oui. Je vais mettre 8. Alors je vais mettre 8 parce que, parce que toutes les interrogations qu'a Cécile, alors peut-être que c'est biaisé parce que moi j'ai déjà vu la suite, mais j'essaye de me concentrer que sur cet épisode-là, mais toutes ces interrogations, c'est effectivement, je me demande, est-ce qu'elle va continuer? Alors pour moi c'est clair qu'elle va faire du stand-up, et à la rigueur, si dans la suite de la série elle fait pas du stand-up, ça sera un gâchis je me dis, en fait, vous m'avez fait croire que c'est ça, et alors que pas du tout. Et en fait, après, on voit un peu des personnages, on voit du coup le monde dans lequel elle évolue, on voit qui elle est, et après, c'est pas une série, c'est pas une sitcom, c'est pas une série comique à proprement parler. Il n'y a pas des punchlines toutes les 5 minutes en fait. On n'est pas là juste pour faire, c'est ce que je disais au début, c'est ce qui m'a plu dans cette série, c'est qu'il y a des situations qui sont comiques, il y a différents types de comiques qu'on a pu évoquer, sur le texte, sur ce qui se passe vraiment à l'image. Il y a plein de comiques de situations qui peuvent se passer. Et en même temps, on suit quand même ce personnage et ces différents personnages dans le New York de fin des années 50, dans la communauté juive, avec tous les problèmes que ça peut amener, et qu'elle peut être confrontée en disant en fait je suis dans un carcan et je veux plus y être. Donc j'aime bien en fait ça aussi, de dire de pouvoir avoir cet aspect-là vraiment entre guillemets historique, avec des grosses guillemets, vous ne me voyez pas, mais et après cette partie comique où du coup quand elle fait du stand-up, ou ce qui se passe c'est qui va nourrir son stand-up, après ça sera drôle en fait une première fois quand ça va lui arriver, et après quand elle va le redire sur scène, on va dire ouais en fait elle a pensé à dire ça, comme le coup de son bébé qui a une grosse tête. C'était déjà drôle quand elle lui dit en fait on lui mettra une frange. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, et puis après j'ai beaucoup aimé le style visuel, les costumes et le jeu de Midge, il est fabuleux quoi. Donc moi ça m'a donné envie de regarder la suite, donc c'est pour ça que j'ai mis 8. Je rappelle vos notes, 7 pour Cécile, Coef 3, 8 pour Franck, Coef 2. Moi j'ai choisi de mettre 6,5, Coef 2. C'est pas mal. Pourquoi? C'est entre le satisfaisant et le bon pilote. En fait, la série est très sympathique, mais en vrai, je crois qu'elle paye le fait que ça a été une galère monumentale pour baliser le pilote, le découper et pouvoir le raconter ici. Je crois qu'elle paye un peu ça, mais elle paye aussi peut-être un peu des personnages, j'y reviens, qui sont un peu superficiels et pas franchement utiles. Cécile l'a un peu évoqué. Et en plus pour lesquels on n'a pas d'empathie en fait. Il y a vraiment qu'elle pour laquelle on a de l'empathie. C'est tout. Les autres, je m'en fous un peu. J'ai passé un bon moment. J'ai pas senti les 55 minutes être trop longues. En même temps, la série s'appelle La fabuleuse Mrs. Maisel, quoi. Donc, oui, bien sûr. C'est le personnage principal. Est-ce que c'est suffisant aussi pour nous qui grandissons avec des séries en meute, en groupe, chorale, même si ça repose sur un nom, est-ce qu'un nom suffit? Au bout d'un moment, tu as regardé plus par habitude, je pense. Moi, souvent, c'est ce qui m'est arrivé sur ce genre de choses. Tu trouves que c'est sévère, mais j'ai mis la même note pour Six Feet Under, tu vois, pour donner une idée. Donc, pour le pilote de Six Feet Under, je rappelle qu'on parle des pilotes ici. Donc, tu vois, c'est pour te dire que je trouve qu'il y a des choses qui, malheureusement, sont pas suffisamment abouties en termes de caractérisation des personnages, d'éclat de rire. J'ai éclaté de rire, quoi. Une fois, 2 fois, et tu l'as dit, parce que c'est pas une série comique. Mais j'avais oublié que c'était pas une série comique, alors que pourtant, c'est sur une stand-upeuse. Il y a un petit décalage comme ça qui m'ennuie un peu et qui lui fait perdre des points. Elle est extraordinaire, Rachel Brosnahan. J'aime beaucoup juste ses parents. Et puis c'est tout. Et puis le reste me paraît correct sans plus. Donc c'est difficile de lui mettre 7 ou plus. C'est à peu près cohérent ou pas ce que je dis? Parce que oui, tout à fait. Il est très silencieux, Franck. Du coup, ça me fait peur. Non, mais je t'écoute. Je vais pas te couper à chaque fois. Non, mais c'est très cohérent. Et après, ça montre, je pense que du coup, on a 3 visions, pendant on a vu la même série, on a quand même 3 visions de ce qui se passe et de comment on l'apprécie. Comment est-ce qu'on a appréhendé ça, voilà, avec, ne serait-ce que sur le ton de la série qui est pas vraiment une comédie, même si c'est comme tu dis sur une scène de pause, mais c'est pas que de la grosse comédie, c'est pas Friends, quoi. Ouais. Voilà. Faut pas qu'il y ait un rire toutes les 10 secondes, c'est pas le but.
Ouais, mais pourtant, la série est très speed quand même, hein, quand on voit le nombre de scènes qu'on a, Ah le oui. nombre de lieux, Et ça, le ça nombre m'a de gonflé un peu. personnages. On va trop vite, je trouve, Ouais. pour ce pilote et pour bien s'installer. En fait, c'est ce qu'on dit, il y a des personnages qui sont en trop parce qu'ils sont pas forcément nécessaires pour qu'on apprécie le pilote et qu'on ait envie de regarder la suite. Et je pense que, tu vois, les amis, par exemple, auraient très bien pu tous être présentés en épisode 2. On n'avait pas besoin d'eux pour créer la situation en épisode 1. Tu les enlèves de la scène de malaise, c'est pareil, hein, c'est juste que ça rajoute le fait qu'il s'enfonce devant ses amis en plus, mais ça aurait pas été devant ses amis. C'est ça. Le malaise était là, quoi. Nous, on est mal pour lui, c'est suffisant. Donc voilà, ça pêche par certains moments et moi je peux pas lui mettre plus que 6,5. J'ai pas passé un mauvais moment, comme devant le pilote de Six Feet Under, mais j'irai pas mettre plus. Désolé, pas désolé. Tu vois, faut penser aussi aux séries qui sont devant. Il y a, donc je peux vous le dire tout de suite, hein, la série se classe 8e. Elle prend la place de Scrubs, parce que Scrubs est 7,00. Et là, Mrs. Maisel arrive à 7,18. Donc la série est 8e. Juste devant elle, 7 The Boys, 6 Atypical, et celle que je vous ai citée tout à l'heure, Fleabag, The Big Bang Theory, Buffy, Seinfeld, The Crown. Donc, je suis le Chris Marquez de cette émission, donc ce sera 6,5. Voilà, et note finale, 7,14 pour Mrs. Maisel. Voilà, j'ai oublié de rappeler d'ailleurs que The Marvelous Mrs. Maisel, l'intégralité des 4 premières saisons, est disponible sur Amazon Prime Video. Un pilote presque parfait, c'est fini. Je tiens à remercier mon invité du jour, Cécile. Merci beaucoup, Cécile, d'être venue dans ce podcast. Merci. Merci à toi de m'avoir reçu. Que vous pouvez retrouver donc dans Monsieur Série and Friends. On salue Frédéric et toute l'équipe, bien sûr. Franck, et qui fait la tête, parce que je n'ai pas mis une bonne note. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi, je reviendrai quand même. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le mois prochain, au programme de PPP, on fera une spéciale Halloween. Alors je vous dirai pas quelle série, hein, mais je peux vous dire qu'on fera une spéciale Halloween où on va frissonner un peu tous ensemble autour du pilote d'une série horrifique. Vous pouvez retrouver l'épisode de PPP que vous venez de suivre et tous les anciens sur votre appli podcast préféré, sur Apple Podcast, iTunes, Spotify ou Podcast Addict. N'hésitez pas à mettre un commentaire et 5 étoiles pour aider à faire connaître ce podcast. On est présent sur les réseaux sociaux, Twitter, @piloteparfait ou sur Insta, la saison des séries. Merci à vous, auditeurs, auditrices, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao!